Bon, après, ça va très vite se resserrer, mais c'est aussi voilà, des tests et des nouvelles manières d'élargir la conscience, comme diront certains. Ça fait partie évidemment de l'histoire, évidemment à prendre avec beaucoup, beaucoup de pincettes, puisque ces choses-là ont aussi eu beaucoup de conséquences négatives, hein, quand on pense notamment à quelqu'un comme Syd Barrett ou il y a d'autres rockstars qui en ont payé les frais très très cher. Mais c'est vrai qu'on est dans une période assez d'innocence comme ça, où malheureusement aussi dans les domaines universitaires, bah, le LSD coulait à flot, hein, on pouvait trouver les petites pilules partout, et ça a créé évidemment pas mal de dégâts aussi, donc c'est important de signaler, mais ça fait partie de l'histoire, donc on ne peut pas évidemment ne pas en parler. Encore saluer les personnes qui viennent de nous rejoindre sur le chat, hein. Bonjour à René, bonjour à Fabrice, bonjour à France aussi, Muriel, Elisabeth. On va, je regarde l'heure tout doucement. Enfin voilà, on est déjà 29 participants, on va pouvoir commencer tout doucement l'exposé. Ah, il y a encore une personne qui nous rejoint, je clique sur admettre. Et on va se plonger directement au cœur de l'histoire, Pierre, avec ces deux quartiers, hein, de San Francisco et de Ashbury, hein, avec ce croisement entre ces deux quartiers, ces fameuses endroit qui est un petit peu l'endroit de naissance, l'endroit où les choses vont se développer de plus en plus à San Francisco autour de pas mal d'idées, hein, qu'elles soient musicales, mais aussi des idées un peu plus politiques, hein. Il y a tout un domaine idéologique qui vient se greffer évidemment ici sur la musique. Ce qu'on appelle évidemment le Summer of Love, le monde des hippies, et puis, comme tu le disais, Pierre, à l'instant, l'ouverture des consciences. Aidan Ashbury qui sera... Alors, voilà, on parle souvent de l'année 67 et surtout de l'été 67. Alors, tout ça, évidemment, va se dessiner pendant les années qui vont précéder. Puisqu'on le sait déjà à partir de 64-65, pas mal de choses sont bouillonnantes au niveau de Los Angeles et de San Francisco. Les artistes sont en train d'évoluer très très fort au niveau musical et de rencontrer différentes personnes, notamment Pierre, les Diggers, hein. On parlera aussi des Human Beings dans quelques instants et de tout ce mouvement. Mais les Diggers qui, eux, vont avoir cette idée d'organiser en fait des sortes de free stores. Alors le free store, la base, c'est que ce sont des magasins, mais gratuits. Donc c'est-à-dire qu'ils sont vraiment en opposition totale avec le système capitaliste américain de l'époque et toujours d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils proposent des magasins où on peut aller chercher des objets, les avoir gratuitement, des magasins où aussi on distribue de la nourriture gratuitement, notamment pour les personnes qui n'ont pas de logement, les personnes qui sont défavorisées. Et ce mouvement des diggers va être assez lié aussi à toutes ces influences musicales, à des groupes comme Big Brother and the Holding Company, à Jefferson Airplane, parce que évidemment tout ce monde se côtoie très très régulièrement. Et ces diggers voilà, vont avoir le rôle à jouer et donner naissance aussi par la suite, dans les années 80 et 90, à un autre courant là, qui se développera à Boston, qui s'appelle Food Not Bombs, donc la nourriture, pas des bombes, comme dont vous voyez ici le logo, qui est d'ailleurs une institution qui existe toujours aujourd'hui, qui est représentée aussi chez nous à Bruxelles et qui est en fait représentée un peu partout dans le monde, qui fait partie des dignes héritiers de ces diggers nés en Californie à la fin des années 60. Et on raconte même que les diggers seraient indirectement ceux qui ont réinspiré les Restos du Cœur, Coluche aussi en France dans les années 80 pour avoir lancé évidemment cette célèbre aventure. Mais Pierre, aussi, autre élément très important à cette époque-là, c'est ce qu'on appellera l'human being. Oui, c'est ça, voilà. Donc, c'est le grand rassemblement qui va avoir lieu donc le 14 janvier dans le Golden Gate Park, hein, donc à San Francisco. Donc, ce parc qui borde ce pont pas loin de la mer, évidemment. Et les gens vont se retrouver là de manière gratuite. C'est un événement qui est tout à fait gratuit. Et c'est vraiment une première, un premier regroupement de masse, hein, au niveau de cette communauté hippie et surtout de ce mode de pensée
qui se veut au départ non politique, hein, puisque l'idée est vraiment de se rassembler autour de la musique, autour de poètes aussi, hein, puisqu'il va y avoir donc Allen Ginsberg qui sera présent, hein, qui est un grand ami donc, de ce fameux Timothy Leary, qu'on évoquait tout à l'heure, qui est vraiment lui ce qu'on va appeler le pape du LSD. Hein. Donc, quelques mots sur ce Timothy Leary. C'est un professeur de psychologie. En tout cas, il va avoir un master en psychologie. Et c'est un personnage qui, dès les années 50, va tester différentes substances. Hein. Il va commencer par des champignons dans les années 50 au Mexique. Et en fait, ça va changer sa vie et il va s'apercevoir que ça, évidemment, modifie son état de conscience et ça lui permet de s'ouvrir et de développer pas mal de choses au niveau artistique et au niveau philosophique. Et il va devenir ami donc, avec Allen Ginsberg, hein, qui lui donc, est écrivain, poète. Et ces deux-là vont progressivement, dans leur réunion, faire usage de différentes substances, dont le LSD au début des années 60. Et voilà, donc ils vont vraiment faire la promotion, hein, donc de cette substance, notamment lors du Human Being, où il y aura vraiment une distribution gratuite, hein, pour que tous les participants puissent vraiment être dans cet état d'esprit et dans ce délire un peu avancé. Et pendant une journée, donc, il va y avoir de la poésie, il va y avoir des mantras, il va y avoir toutes sortes de récitations quand même fortement influencées par la musique indienne. Et des groupes, hein, évidemment, comme Santana, comme Grateful Dead, qui sera évidemment là, Jefferson Airplane, toute une série de groupes qui vont émerger. C'est vrai que Jefferson Airplane, c'est vraiment une de leurs premières grandes apparitions en public, et ça va leur donner une audience et ça va vraiment aussi faire démarrer le groupe dont on va parler ici. Et donc voilà, cet événement est assez important, hein. Et à la fin de la journée, les gens au soir sont conviés à se diriger vers la plage et aller se détendre en bord de mer pour perpétuer ce mouvement et continuer dans l'esprit de la journée. On sait évidemment que la police aussi est déjà sur les dents en ce moment-là, hein. Il y a déjà des arrestations qui se font et il y a déjà une première chasse à la drogue, aux dealers qui commence. Et donc, voilà. Dès le début, finalement, il y a déjà aussi cette opposition avec le système et le pouvoir en place qui n'a pas trop envie de tolérer quand même tous ces débordements. Alors Pierre aussi, comme tu parlais d'Allen Ginsberg, évidemment poète, qui va aussi avoir une grande influence, qui sera un ami de Jim Morrison, dont on aura l'occasion de parler à la fin de cette présentation. Aussi, rebondir sur ce concept de human being et ce grand événement. En fait, on est vraiment dans une époque où l'humain revient à nouveau au centre. Il ne faut pas oublier que la plupart des personnes qui évoluent à ce moment-là, ce sont des personnes qui ont suivi, en fait, en tout cas leurs parents ont vécu la Seconde Guerre mondiale, que ce soit en Europe, aux États-Unis, pour les soldats américains qui ont été envoyés sur place. Oui, il y a des micros qui sont activés, je vais les désactiver, parce que sinon on va avoir des interférences. Pierre, tu m'entends toujours? Non, je n'entends plus Pierre. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, je me suis Voilà. réactivé. Oui, parce qu'il y avait un participant qui avait Je ne sais laissé pas si on me son... voit. Je ne sais pas si Oui, on me voit non plus. je pense que oui. Mais donc, faites bien attention quand vous rejoignez de bien fermer votre micro, sinon on ne peut pas continuer avec les différentes interférences. Donc, oui, donc l'humain est vraiment à nouveau au centre des attentions après cette Seconde Guerre mondiale. Et cette jeunesse, en fait, a envie de revenir à des valeurs tout à fait différentes. Et ça me fait penser notamment à une discussion que j'ai eue très, très récemment avec un peu les hippies, mais du côté allemand. C'est-à-dire, oui, il y a encore un micro qui est ouvert, je vais vraiment devoir le couper, voilà. Qui en fait, mouvement allemand, de ce qui découlera plus tard vers le krautrock, hein, avec un personnage que j'ai eu l'occasion
d'interviewer qui s'appelle Hans-Joachim Rodelius, qui a vraiment fondé le krautrock et qui sera l'un des fondateurs du mouvement ambient avec Brian Eno, m'expliquera que quand il a créé en fait ces communautés hippies à Berlin, ils avaient aussi des contacts avec des anarchistes et des organisations un peu idéologiques politiques qui s'appellent les Human Being. Donc on est vraiment tout à fait dans la même idée, c'est que l'humain est à nouveau au centre, après évidemment des années très difficiles, et donc tout ça rayonne à travers le monde, c'est-à-dire qu'il y a ça à San Francisco, ça va évidemment se répandre à Londres et dans le reste de l'Europe, et puis aussi dans des capitales comme Berlin, qui verra aussi des choses assez expérimentales à ce moment-là. Alors, petit extrait aussi, on va toucher un mot de Jefferson Airplane et écouter évidemment un de leurs grands classiques, White Rabbit, Pierre, un morceau vraiment tout à fait emblématique de cette époque et qui évoque, comme tu parlais, du côté LSD, le fait d'avoir repris évidemment l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles avec une pilule qui rend petit, une pilule qui rend grand. Vous comprenez exactement les références cachées Oui. de ce morceau. C'est pas innocent si le groupe Jefferson Airplane choisit de parler de l'œuvre de Lewis Carroll ici dans ce morceau. Et Jefferson Airplane, c'est un groupe qui mérite vraiment le détour, qui mérite, j'ai envie de dire, d'être plus reconnu aujourd'hui comme l'un des grands créateurs aussi de ce mouvement hippie et de ce mouvement flower power, puisque ce sont des gens aussi qui avaient un grand talent dans le sens de la fusion musicale. Parce que ce qui est intéressant, j'ai eu l'occasion de m'entretenir récemment avec pas mal de musiciens du groupe, c'est que chaque musicien venait de styles musicaux très très différents. Jorma Kokkonen, le guitariste principal, lui venait clairement du blues. Il y a Marty Balin, un des chanteurs, qui venait clairement du milieu de la pop. Il y avait d'autres musiciens, comme notamment le guitariste rythmique, qui lui venait complètement du monde de la folk. Et tous ces gens, en fait, se sont réunis avec des influences qui étaient très, très différentes. On mélangeait à ça, à ces influences musicales différentes, l'ambiance du moment, l'ambiance de ce San Francisco bouillonnant en 67, et on créait une musique tout à fait unique, capturée notamment sur l'album Surrealistic Pillow en 67, dont on écoute un extrait avec ce White Rabbit. Voilà, donc Jefferson Airplane et Pierre, on parlait un petit peu de l'utilisation de ces différentes drogues et parfois l'abus de ces différentes drogues, mais le regard de Grace Lee est un peu inquiétant. On sent Évidemment. elle sent qu'elle consomme pas mal de choses à ce moment-là. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quand on pose des questions en fait à Grace Lee par rapport à cette période, eh bien, elle répond que c'est difficile pour elle d'en parler parce qu'elle n'a pas beaucoup de souvenirs. Après, effectivement, l'utilisation de drogue, d'alcool et différentes choses qui se mélangent, les souvenirs sont un petit peu fouillis. Oui, oui. Et donc, voilà, il y a toute une partie de cette période musicale qu'elle a un petit peu oubliée. Oui. Une partie, évidemment, de cette histoire un peu particulière. Alors, Oui. Pierre, il y a tout aussi... oui, vas-y. Non, pardon, je te laisse. Il y a tout aussi oui, il y avait une petite rivalité aussi, il faut le dire, entre San Francisco et Los Angeles. Et au début, Pierre, on enregistrait surtout à Los Angeles, qui n'avait pas encore vraiment de studio à San Francisco. Ah ben voilà, oui, c'est exactement ça. Ce qui se passe tout simplement, c'est que la production et les grosses firmes de disques et donc les gros studios sont essentiellement à cette époque-là installés à Los Angeles, pour ce qui est de la côte ouest évidemment. Et donc en fait les artistes se rendent jusqu'à la fin des années 60, jusqu'à 69, 68, ils sont obligés de se rendre encore à Los Angeles pour bénéficier de grosses installations et de gros studios. On en parlera puisque ça va évoluer notamment avec des ingénieurs du son comme Wally Heider, qui est un personnage très important pour Los Angeles au départ, et puis pour le son de San Francisco, parce que ça va être le premier à créer véritablement un studio important à San Francisco en 69. Et donc là, à partir de ce moment-là, on va avoir vraiment beaucoup d'artistes, des grosses pointures qui vont vraiment travailler dans ce fameux Wally Heider Studio.
qui se trouve vraiment au centre de San Francisco. Hein, c'est 8th Street à San Francisco. Et donc, vraiment, beaucoup d'artistes alors vont commencer à enregistrer là-bas. Alors, pour l'instant, en 67, eh bien, Jefferson Airplane, eux, vont aller enregistrer chez RCA. Donc, ils vont quand même être signés chez RCA. Ils vont aller donc, dans le studio RCA qui se trouve à Los Angeles. Production qui va se faire à peu près en 3 semaines. Donc, c'est relativement rapide, on va dire, pour l'époque. Hein. Donc, finalement, c'est une musique qui est très live, qui est jouée qui est conçu pour le live, pour les ambiances planantes. Et donc, la production, finalement, va se faire assez vite. On notera aussi la présence de Jerry Garcia, hein, le guitariste du Grateful Dead, qui sera là mentionné notamment pour son aide morale et son soutien. Hein. Donc, j'imagine qu'il y avait un soutien qui n'était pas que moral dans l'approvisionnement des différentes substances, en tout cas. Et apparemment, il va quand même en profiter pour jouer sur certains morceaux. Et donc, voilà, cette présence-là fait que finalement, l'esprit psychédélique est bien présent. Et d'ailleurs, sur Surrealistic Pillow, cet album donc où on retrouve White Rabbit sera véritablement considéré comme un album pilier hein, de cette musique psychédélique. Et à sa sortie, il sera quand même, je pense qu'il sera dans le numéro 3 dans les charts à un certain moment. Donc c'est quand même un album qui va avoir un gros retentissement et un gros impact sur cette époque et sur ce style de musique. Oui, Jerry Garcia, Pierre, hein, comme tu en parlais, qui, là où avec Grateful Dead, quand il produisait des choses avec son propre groupe, était parfois un petit peu difficile à cadrer, hein, dans le sens au niveau des abus. D'après le témoignage que j'ai eu de Jorma Kokkonen, qui était le guitariste de Jefferson Airplane, eh bien, lorsqu'il a travaillé avec Jefferson Airplane, il était assez calme pour une fois. Donc en fait, il tenait vraiment à leur apporter son soutien et donc il s'est un petit peu contenu malgré les drogues et malgré tout ça pour pouvoir vraiment les aider parce que bon, lui il avait déjà pas mal d'expérience en studio, mais eux ils étaient vraiment un peu nouveaux sur la scène. Et pour rebondir aussi ce que tu disais par rapport au Wally Heider studio et au studio RCA à Los Angeles. En discutant avec les membres de Jefferson Airplane, pour eux, le Wally Heider, ça a vraiment été, par la suite, évidemment pas pour Surrealistic Pillow, mais parce que c'est comme tu l'as dit, ça s'est développé par après, le Wally Heider, mais ça a été une libération pour eux, de ne plus devoir aller à Los Angeles, parce qu'il y avait quand même cette rivalité entre les deux villes. Et voilà, San Francisco, c'était vraiment les puristes, les plus hippies, etc. Los Angeles avait ce côté grande ville. Commercial dans Voilà. la production aussi. Donc voilà, Wally Heider, un peu une libération pour les hippies de San Francisco. Alors, comment ne pas parler évidemment de ce qui sera l'hymne du Summer of Love, hein, If you go to San Francisco, be sure to wear some flowers in your head. Si vous allez à San Francisco, soyez certain d'avoir des fleurs sur votre crâne, sur votre tête. Et c'est un morceau en fait qui va être écrit par John Phillips, hein, qui fait partie des Mamas and the Papas, et qui est offert en fait par John Phillips à un certain Scott McKenzie, qui, Pierre, Scott McKenzie, c'est un peu le gars d'un morceau, hein, il n'a pas fait une grande carrière musicale, on le connaît surtout pour ce morceau-là. Il continuera à l'interpréter jusqu'à la fin de sa vie, mais bon, voilà, ce sera une carrière qui sera surtout centrée autour de ce morceau. Mais il n'empêche que ce morceau va vraiment cristalliser l'ambiance de l'époque et va être aussi, Pierre, un peu la bande originale officielle d'un grand festival dont on va parler par la suite, hein, Oui, c'est ça. qui est le Monterey Pop Festival. Oui, oui, tout à fait. Et donc, ça fait l'objet du slide prochain. Donc, on peut peut-être passer ce fameux morceau et puis revenir sur le Monterey Pop Festival où effectivement, on retrouve notre Wally Heider, hein, qui sera un des piliers au niveau de ce qui va se passer là-bas. Voilà. Scott McKenzie avec
Voilà, son drôle de cornet là en main. Là. Est-ce que les cornets de frites seraient arrivés à San Francisco? C'est la bonne question. Donc voilà, hymne de ce festival, Pierre, qui va être un festival très, 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 très important dans l'histoire du rock. Hein. J'ai envie de dire que malheureusement, on retient toujours que Woodstock, puisque Woodstock, comme on le sait, a été filmé, est passé au cinéma en 1970 par la suite, et donc du coup, a eu ce rayonnement international que Monterey n'a peut-être pas eu. Et pourtant, quand on regarde bien ça de près, le Monterey Pop Festival, l'affiche était incroyable. C'était déjà Woodstock avant l'heure. Et c'est l'ancêtre, en fait, de Woodstock, clairement. Oui, oui, et effectivement, tu parlais du fait que ce soit filmé. Ben, en fait, le Monterey Pop Festival a été filmé. Il a été enregistré aussi. Et on sait notamment que le Grateful Dead a mis son veto, a décidé de ne pas, que certaines choses ne soient pas sorties parce qu'il trouvait que la production finalement de ce film sur Monterey était trop commerciale. Alors, je ne connais pas les détails de l'histoire, mais ça, à mon avis, ça fait partie du fait que cet enregistrement, que ce soit vidéo et son, n'a pas eu le même retentissement que le festival de Woodstock. Tout simplement peut-être parce que les groupes étaient un peu plus alternatifs aussi, en tout cas dans leur manière de penser. Je ne parle pas pour Jimi Hendrix, hein, qui fait vraiment une prestation incroyable, mais des groupes comme Grateful Dead, Jefferson Airplane sont un peu plus alternatifs. Et donc, en tout cas pour le Grateful Dead, le résultat de ce qu'ils ont vu après était trop commercial pour eux. Et voilà, il n'était pas tout à fait d'accord avec cette manière de présenter les choses. Et donc, pour parler de l'enregistrement, en fait, puisque donc ça a été enregistré, ils ont créé un procédé justement où pour une des premières fois, on pouvait dissocier l'enregistrement de la caméra vidéo et l'enregistrement audio. Et c'est là que notre fameux Wally Heider vient, puisque c'est une de ses toutes premières prestations où il va pouvoir rencontrer en tant qu'ingénieur du son et collaborateur, il va pouvoir rencontrer tous ces grands groupes californiens de l'époque. Et c'est lui qui va prendre en charge l'enregistrement de ce festival sur un 4 pistes. Donc imaginez-vous enregistrer autant de groupes, autant de diversité avec seulement 4 pistes. Hein. Donc il y avait une piste réservée à la batterie, une piste réservée à la guitare, l'autre au chant, et la quatrième piste était réservée à la synchro avec le système de caméra. Donc en réalité, il y avait 3 pistes son qui étaient utilisés pour enregistrer un groupe au complet. Donc évidemment, c'était des moyens qu'on pourrait trouver rudimentaires évidemment à notre époque. Mais bon voilà, donc il va y parvenir et créer sa réputation justement. Et peu après, il va ouvrir ce fameux Wally Heider Studio, hein, où quantité de groupes vont défiler là-bas et créer enfin ce son à San Francisco qui ne dépendra plus de Los Angeles. Le Wally Heider Studio qui sera d'ailleurs, Pierre, un peu l'endroit de prédilection de Crosby, Stills, Nash Oui, aussi. en formule trio, et puis de Crosby, Stills, Nash Young par la suite. Hein. C'est vrai que ça va vraiment aider à capturer de mieux en mieux ce son californien avec des moyens qui seront évidemment au fur et à mesure du temps de plus en plus importants et des pistes qui vont augmenter aussi avec le temps et qui permettront Oui, de capturer mieux les choses. oui c'est ça, voilà. Et donc, sur le slide suivant, on voit quelques images donc, de ce studio. Il va aussi contribuer à la notoriété de Ravi Shankar, hein, puisqu'il va enregistrer au Monterey Pop Ravi Shankar. Il va travailler avec lui aussi, et c'est vrai que il va créer tout un son, et il va surtout aussi travailler avec un autre personnage très important dans le domaine de la production et des studios, c'est Bill Putnam, qui, bon, ça n'évoque peut-être pas grand-chose pour la plupart des gens, mais voilà, c'est un personnage important qui va créer une société qui s'appelle Universal Audio, qui est toujours d'actualité maintenant, puisqu'il fabrique toujours du matériel. Et c'est surtout quelqu'un qui va amener dans les studios américains les fameuses consoles à lampe, avec des préamplis à lampe, et véritablement avoir cette touche sonore qu'on va retrouver sur une quantité phénoménale d'enregistrements. C'est vraiment ce son américain, le gros son américain, hein, comme on va dire, qui va se développer aussi grâce à lui. Hein, parce que d'une part, on a dans les studios européens des consoles comme les fameuses Nive, les consoles SSL, qui sont dans les studios européens, mais qui sont aussi dans les studios américains. Et d'autre part, on a des gens comme ce Bill Putnam qui va développer pas mal de studios et qui va créer, qui va être très inventif au niveau du matériel. Hein.
Aussi avec Wally Heider, Wally Heider va être un des tout premiers à utiliser un fameux compresseur, le fameux 1176. Bon, voilà. C'est vraiment, si vous allez dans un studio professionnel, c'est le compresseur qui se trouve partout. Donc, c'est vraiment un compresseur qui va servir notamment pour les mamas and les papas. Et les mamas and les papas va servir à la part entière, à la création à part entière de ce son. Hein. Wally Heider explique quand il a enregistré, quand il a fait son travail avec ce groupe-là, il va vraiment utiliser le matériel de Bill Putnam et ça va vraiment créer ce son californien, hein, finalement, qu'on va qualifier de californien. C'est vraiment grâce à ce matériel-là qu'on va avoir cette sonorité. Les Doors aussi, évidemment, vont utiliser ce type de matériel. Avec Bruce Botnick, on en parlera à la fin ici de leurs expérimentations. Et donc, voilà, personnage très important parce que tous ces gens-là créent dans ce microcosme de San Francisco, Los Angeles, ils vont créer toutes sortes d'appareillages, de techniques qui vont vraiment donner une couleur, donner un son très typique dans les productions de cette époque. Oui, donc grande période d'innovation en tout genre, hein, innovation idéologique, innovation musicale, innovation technique très très importante, qui, comme Pierre vient de le dire, va permettre au son folk aussi, tout simplement, parce que bon, les Mamas and Papas au début, c'est un groupe vraiment purement folk, mais grâce à ces nouvelles techniques d'enregistrement, ces façons de doubler les voix, ces façons d'enregistrer différemment, va donner ce son qui, effectivement, va être le son californien et va s'exporter évidemment par la suite et influencer, notamment dans le début des années 70, pas mal de groupes britanniques qui vont essayer de refaire ce genre de choses. Hein. Et ici, j'ai un témoignage que je voulais partager avec vous de Bones O. Alors, on aura l'occasion d'en reparler juste après, après avoir écouté le petit extrait et après la traduction que je vous proposerai, de parler un petit peu de ce Bonzo, qui est quelqu'un aussi qui a été vraiment très, très important dans l'enregistrement américain de l'époque. C'est un ingénieur du son, c'est lui qui va enregistrer l'album If You Can Believe Your Eyes and Ears de Mamas and the Papas. Donc, c'est le premier album, c'est l'album où il y a ce fameux California Dreaming qui fait partie aussi complètement de cette bande originale du Summer of Love. Et lui, en fait, c'est un gars qui aura une carrière absolument incroyable. Hein. Bonzo, on le retrouvera dans les années 80 comme directeur de la bande-son de Retour vers le futur, par exemple. C'est lui qui sera aussi un des responsables du comeback d'Elvis Presley en 1970, hein, celui où on revoit Elvis tout en cuir, vêtu à Las Vegas, revenir pendant une très courte période à la musique après avoir fait des films plutôt discutables dans les années 60. Donc Bonzo, qui aujourd'hui est toujours avec nous, mais il a 94 ans, 95 ans. J'avais essayé de le recontacter récemment, mais sa femme m'a dit que malheureusement, il n'était plus vraiment en état de m'accorder un témoignage. Ceci, c'est un témoignage que j'avais eu avec lui par téléphone, c'était en 2006, je pense. Là, il était encore en très grande forme, quelqu'un de très, très accessible, très gentil. Et écoutons ce qu'il avait à nous dire sur ce morceau California Dreaming. Et puis, je vous traduirai tout ça. I mean, I thought the song was a great song, and certainly was, the first song that I ever heard them sing. Just the four of them and John playing guitar. So it was an amazing change in the folk music that I had heard up to that point. So it was, it was thrilling. And then, of course, by the time we had a rhythm section track done and had their voices on, and recorded their voices twice, over the top, and it just became a very, very exciting record. And then the famous jazz musician, I don't know how many people know this, but the flute solo is by a very famous jazz musician named Bud Shank, who was actually working down the hall in a studio when we were doing the vocals, and Lou said, I don't think I want to do a guitar solo or a saxophone solo. I think I'd like to do something different, like maybe a flute solo. And I said, well, Bud Shank is working down the hall on some orchestral record. I could go ask him if he wants to come down and play, and that's what happened. I went and got Bud at the end of that session, and he came to the studio, and we just put the track up for him, and he just improvised that solo. There was nothing written. Voilà, témoignage donc de Bones O qui m'expliquait à l'époque
voilà que ce morceau California Dreamin', pour lui, a été vraiment. Il a assisté en l'enregistrant à ce renouveau du folk rock américain, avec ses voix qui étaient doublées, avec voilà, le mélange des instrumentations rythmiques des différentes voix, qui étaient magnifiques, évidemment, puisque les quatre membres de Mamas and Papas chantaient extrêmement bien, et ces voix qui fusionnaient ensemble, évidemment, donnaient toute une ambiance particulière au morceau. Et puis alors, l'utilisation assez dingue, suggérée par le producteur Lou Adler, qui est aussi un grand nom de la production de la musique américaine de la fin des années 60, qui dira, voilà, j'ai pas envie qu'on mette encore un solo de guitare sur le morceau, j'ai envie de quelque chose de différent. Et c'est là que Bonzo va lui dire qu'il y a un musicien de jazz qui est juste à côté, Bud Shank, il est juste à côté dans l'autre studio, si vous voulez, en train d'enregistrer un album instrumental, et il va l'appeler et lui dire tiens, est-ce que tu pourrais pas nous proposer quelque chose? Et lui, à ce moment-là, il est avec sa flûte et il va improviser en une seule prise le solo de flûte qu'on peut entendre sur California Dreaming. C'est probablement la première fois, ou une des premières fois, on peut entendre de la flûte d'ailleurs sur un morceau de folk rock, de rock. C'est assez atypique, mais ça se fait complètement par hasard, un petit peu par accident comme ça, et le résultat est absolument magnifique. I mean, I thought the song was... Pardon. C'est vrai que Bonzo vient du jazz. Hein. Il a une très longue carrière déjà. Il commence dans les années 50. Ici, on voit le personnage à gauche qui... voilà, oui, c'est ça. Donc, il vient du jazz. Il a une expérience dans dans les studios. Il va d'ailleurs aussi voilà, créer et développer certains studios. Il va travailler aussi avec le fameux Bill Putnam hein, qu'on présentait tout à l'heure, notamment aussi dans le test et l'expérimentation de nouveaux matériels. Hein, ces fameuses consoles à lampe typiques américaines de chez Universal Audio qu'on voit ici à gauche et à droite. Ce sont des consoles avec ces gros boutons qui tournent plutôt que d'avoir des faders linéaires. À cette époque-là, ce sont des gros potentiomètres rotatifs et donc des consoles à lampe assez dépouillées finalement, mais ils vont avoir aussi l'idée de utiliser progressivement ce qu'on appelle donc du hardware qui est séparé de la console, donc notamment des compresseurs et différents types d'appareillages qui sont séparés de la console. Donc on a une console qui est somme toute restreinte, mais qui va être raccordée à différents appareils qui sont disséminés dans le studio. Et ça va vraiment être quelque part, ça va être un peu le peur des techniques modernes d'enregistrement. Hein. Donc on utilise différents appareils qu'on raccorde ensemble pour créer un son qu'on va enregistrer sur une piste. Donc c'est vraiment un des fondateurs de l'enregistrement moderne, hein, ce Bonzo, parce que voilà, il va travailler pendant plusieurs décennies et contribuer à développer les techniques d'enregistrement et les manières de faire qu'on retrouve maintenant dans tous les studios du monde. Quoi. Alors Pierre, petite question, mais brièvement de se dire que effectivement, je veux dire, ce qui se passe à Los Angeles, même aux États-Unis globalement, on va dire en 66, 67, et en Europe, il y a un décalage encore à ce moment-là. Alors qu'aujourd'hui, tout est un peu uniformisé, mais là, oui. Les choses sont différentes. Oui, bien sûr, on sait qu'il y a un gros décalage, hein, puisque après la guerre, quelque part, les États-Unis récupèrent aussi des brevets concernant les bandes magnétiques, hein, notamment Bing Crosby qui va développer ça en investissant massivement avec Ampex sur le développement des bandes magnétiques. Hein, et de ce fait-là, on va pouvoir commencer à enregistrer sur des bandes avec des multipistes de plus en plus importants, jusqu'à avoir des 8 pistes très rapidement, même à la fin des années 50. Hein, on sait que certains studios ont déjà des 8 pistes, alors qu'en Angleterre, il faudra attendre vraiment à la fin des années, il faudra attendre 10 ans plus tard pour qu'à Abbey Road, on ait un 8 pistes, par exemple. Hein. On sait que ce sont les Beatles aussi qui ont un peu, en tant que garnement, vont imposer d'utiliser un matériel qui n'était pas encore estampillé à Abbey Road à l'époque, en provoquant vraiment l'utilisation d'appareillage qui était encore expérimental à l'époque en Europe. Mais on sait que 10 ans auparavant, aux États-Unis, on utilisait déjà du matériel, ce genre de matériel. Donc oui, il va y avoir un décalage, tout simplement parce que c'est l'après-guerre. Il y a des lois commerciales, il y a une série de choses qui font que les États-Unis conservent une avance assez importante dans tous les domaines technologiques finalement.
et l'Europe, progressivement, au fur et à mesure des années 60, va rattraper le mouvement. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, il y a quand même une avance certaine aux États-Unis. Après, en Europe, on le sait avec Abbey Road, avec les Beatles notamment, avec quelque part ce manque de moyens en termes de matériel technique, on va être peut-être plus créatif quelque part aussi au niveau des idées, au niveau sonore. C'est vrai que c'est en Europe aussi on va développer plein d'idées pour compenser un peu quelque part cette pauvreté entre guillemets en matériel, en tout cas au niveau du nombre de pistes, au niveau des multipistes. On va trouver plein d'idées, on va développer des techniques qui vont permettre de contourner un peu ça et d'être créatif dans la musique malgré tout. Je vais vous proposer, là, on va vous proposer tout de suite cette véritable photographie du son californien de l'année 66-67 avec ce California Dreamin' et ce fameux solo de flûte. Voilà, avec évidemment tout ce visuel là, de l'époque. Alors bon, c'était sur le plateau de Let's Sullivan Show aux États-Unis. Voilà, c'était l'émission américaine où il fallait absolument passer si on voulait devenir célèbre, être reconnu et regardé par une bonne partie du public américain, avec effectivement, comme je viens de le mettre sur le chat, c'est toujours important de manger une banane sur scène. Et aussi mention particulière pour la magnifique sortie de Mama Cass, on a l'impression qu'elle sort de son lit là, avec on a l'impression que c'est sa chemise de nuit qu'elle a mis, mais ça fait vraiment partie de toute cette imagerie assez amusante de la fin des années 60. Et puis Michelle Phillips, cette chanteuse qu'on peut voir ici, qui est la seule survivante aujourd'hui des Mamas and Papas, qui est devenue une actrice par la suite, qui est toujours active dans le milieu des feuilletons américains, notamment. On l'a vu dans certains feuilletons américains. Et ce morceau composé donc par celui qui était son mari, John Phillips, à l'époque, et qu'on voit avec son grand bonnet, et qui est vraiment, capture très, très, très bien cette ambiance, en tout cas, du psychédélique et du Summer of Love de la fin des années 60 aux États-Unis. Alors, autre groupe, on va faire un petit focus ici sur les Byrds, qui ont vraiment été un peu ceux qui ont, notamment en reprenant la musique de Bob Dylan. Leur premier succès, ce sera d'ailleurs de reprendre le Mr. Tambourine Man, qui est un morceau très folk de Dylan, et d'en faire une version folk rock. Vous le savez, en 65-66, Dylan va quelque part, entre guillemets, trahir ses fans, puisqu'il va arrêter de proposer des albums purement acoustiques, purement folk, comme il avait fait sur ses 2-3 premiers albums, pour commencer à épouser le son des guitares électriques, de la batterie, de la basse. Et ça va être très très mal vécu par son public, le public va le traiter de Judas sur scène en disant voilà, tu trahis notre cause de la musique folk. Et il va de plus en plus épouser le son du rock et être un des architectes de la musique folk rock. Et cette idée en fait qu'il aura de marier le folk et le rock, elle va être, je veux dire, confortée par le travail que les Byrds vont faire à l'époque, où ils vont reprendre plusieurs morceaux de Dylan en version, des morceaux purement folk, et de les transformer en version folk rock, des morceaux qui, dans leur version de Dylan, avaient eu un succès, on va dire, un peu timide, qui, grâce à la version folk rock des Byrds, connaîtra vraiment le succès en 45 tours et deviendront des numéros 1, notamment dans le hit parade américain. Donc les Byrds vont vraiment trouver cette très très belle formule. Et puis aussi préciser que les Byrds, on va l'écouter à travers le témoignage qu'un des membres m'avait accordé il y a quelques années, qui explique en fait qu'ils avaient aussi à ce moment-là une certaine pression sur les épaules, puisque les Américains essayaient à tout prix d'avoir un petit peu leur Beatles. On sait qu'un autre groupe comme les Monkees, par exemple, sera un peu marketé comme la réponse américaine aux Beatles. Eh bien, les Byrds vont vraiment être marketés un peu à leur insu comme réponse américaine aux Beatles, alors que musicalement, c'est très, très différent. Mais d'abord, petit extrait de l'interview, et puis je vous traduis ça. 8 Miles High was an interesting song because we had been on the road listening to, we had a Philips cassette recorder that I'd bought in England, and they didn't have any pre-recorded cassettes
before the machine at that time. So we stopped somewhere on the road and recorded John Coltrane on one side of a blank cassette and Ravi Shankar on the other side. And we hooked it up to an amplifier on the tour bus. And we played the cassette of John Coltrane on one side, flipped it over, played Ravi Shankar, and we flipped it over and played John Coltrane again. We did this every day for a month on the road. So by the time we got back into the studio to record 8 Miles High, we were very influenced by both John Coltrane and Ravi Shankar. They became ingrained in our consciousness. Un témoignage assez intéressant de Roger McGuinn, hein, qui était le leader des Byrds à cette époque. C'est une interview qu'il m'avait accordée en 2008, où il explique, en fait, ça nous permet vraiment de comprendre ce qui est en train de se passer aux États-Unis à ce moment-là, et notamment à travers le morceau 8 Miles High qu'on va écouter dans quelques instants. C'est, je vous l'ai dit au début, les Byrds, ils reprennent Dylan, ils électrisent entre guillemets, la musique de Dylan et en font des succès. Et puis là, comme il vient de l'expliquer, il était en tournée avec le groupe et ils avaient enregistré sur une cassette double face. Sur la première face, ils avaient enregistré un album de John Coltrane et sur la deuxième face, un album de Ravi Shankar. Et en fait, ils n'arrêtaient pas d'écouter ça en permanence dans le tourbus, alors qu'ils se rendaient de concert en concert. Et en fait, cette musique, c'est vraiment... ils se sont vraiment imprégnés de cette musique profondément. Et puis, quand ils sont retournés en studio après la tournée, ils ont enregistré ce 8 Miles High où on peut entendre les influences indiennes à la Ravi Shankar et puis aussi les influences de Coltrane au niveau plutôt expérimental, jazz. Et cette fusion, en fait, est extrêmement intéressante musicalement. Voilà, voici ce morceau. Oui. Je pensais en un mot parce que tu parles de morceaux qu'on écoute en boucle. Et c'était le cas aussi de Grace Slick quand ils ont composé White Rabbit. C'est à écouter en boucle Sketches of Spain de Miles Davis. Ah oui. Et donc, si vous écoutez la rythmique, en fait, il y a cette espèce de rythmique un peu style boléro. Et donc, pendant 10 heures, elle s'est enfermée, elle a écouté, je ne sais plus, 50 fois en boucle ce Miles Davis, Sketches of Spain, qui a cette ambiance très particulière, un peu hispanisante. Et c'est de là que, bon, évidemment en prenant des substances, et puis c'est de là qu'ils ont créé ce White Rabbit. Voilà. Donc voilà, c'est vrai que c'est intéressant, comme Pierre vient de le faire, de bien souligner l'influence finalement du jazz, Coltrane, Miles Davis, qui sont évidemment commencent à fusionner avec le rock à ce moment-là, et puis apparaîtront aussi à l'affiche de festival. Là, ils partageront à ce moment-là, il n'y aura pas vraiment de division entre le jazz et le rock, et Miles Davis pourra partager l'affiche avec Jefferson Airplane et d'autres. C'est vrai que nous, ça nous paraît assez, quelque part assez ancien, mais c'est vrai qu'il y a une connexion très proche, évidemment. Les grands succès de Miles Davis et ce tournant vers le jazz fusion, c'est vraiment au début des années 60. Et ces artistes-là, finalement, qui sont un peu à l'avant-garde pour certains, ont complètement ces artistes jazz en référence. Et puis on sait, Miles Davis sera là aussi dans des gros festivals à l'époque, dans des festivals rock. Notamment, vous voyez les images hier avec Chick Corea, qui malheureusement est décédé, qui a contribué vraiment aussi à ce jazz fusion. C'est un chien qui n'est pas content. Et donc voilà, oui, oui, tout ça pour dire qu'il y a encore cette proximité entre le jazz et la création rock de cette époque-là, en fait. C'est quelque chose qui est assez proche dans la culture américaine et beaucoup d'artistes ont ces références d'artistes, que ce soit Coltrane ou Miles Davis, ont ces références qui sont très vives encore à ce moment-là. On va écouter tout de suite ce morceau des Byrds, 8 Miles High, avec l'influence de Ravi Shankar et de John Coltrane. Voilà. Comme le faisait remarquer très justement De Martin sur le chat, quelqu'un comme Syd Barrett, évidemment, n'aurait pas renié du tout ce genre d'influence musicale. C'est vrai qu'on est à la même période et en fait, on voit quand même que d'un côté et de l'autre de l'océan, les influences convergent et proposent ce genre de sonorité. Et c'est vrai que aussi, ce qui est très intéressant à souligner ici, quand on écoute un morceau comme ce morceau des Byrds, 8 Miles High, c'est que voilà, quelque part, c'est aussi un peu la libération, j'ai envie de dire, des Américains
de ces racines du rock qui était là depuis la moitié des années 50. C'était un rock finalement qui découlait du rock and roll, qui était assez basique et tout ça. Et là, maintenant, avec toutes ces nouvelles influences qui viennent, je veux dire, du monde extérieur, que ce soit de la musique du monde, ce qu'on appellera la musique du monde par la suite, ou du jazz, va permettre évidemment au rock de se complexifier et d'utiliser en fait de toutes nouvelles palettes musicales, des nouvelles couleurs musicales qui font évidemment évoluer profondément le style et le rendent absolument passionnant. Alors Pierre, on va arriver aussi à quelqu'un d'autre qui a été évidemment des acteurs principaux de ce Summer of Love et de ce milieu musical, c'est Jimi Hendrix et son groupe, le Jimi Hendrix Experience Trio, Power Trio, qui va voir le jour en 66-67, premier album Are You Experience, qui sera, Pierre, une véritable claque. Oui, oui, tout à fait. Oui, donc le groupe se forme à Londres, notamment, et la production, parler un petit peu de la production de cet album est assez longue, je ne vais pas dire compliquée, mais en tout cas, elle va se faire dans 3 studios différents, qui sont le studio Delea Studio à Londres, les studios CBS aussi, et donc le studio Olympique. Donc Hendrix va passer par ces 3 studios avec son groupe et son producteur Chas Chandler. Je pense que Laurent pourra en dire un mot aussi sur la rencontre et sur l'association entre ces 2 personnages et surtout la formation du groupe. Donc Hendrix va commencer donc dans ce premier studio qui va quand même permettre de mettre en boîte une série de morceaux. Après, ils vont faire des allers-retours avec le studio CBS. Il va y avoir des problèmes d'argent, notamment entre les propriétaires du studio CBS et le Chas Chandler. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, c'est le premier album donc, de ce groupe et l'argent ne coule pas à flot, loin de là. Donc le producteur a un peu de mal à joindre les 2 bouts et donc l'argent est compté. Il espère avoir des avances de la firme de disques, mais bon, voilà, c'est pas toujours le cas. Et donc il va se fâcher avec les gens de CBS, d'où le retour après à Londres sur le studio Olympique notamment, où ils vont terminer la mise en boîte de l'album. Et surtout, ça va permettre la rencontre entre Hendrix et celui qui va devenir son ingénieur du son attitré, c'est-à-dire Eddie Kramer, un personnage très important dans la réalisation du son d'Hendrix, puisque Eddie Kramer va vraiment prendre soin de trouver le son d'Hendrix, va travailler d'une certaine manière pour développer ce son et surtout arriver à mettre en boîte toute cette puissance sonore, puisqu'on sait que Hendrix jouait excessivement fort, comme beaucoup de guitaristes, mais lui particulièrement à l'époque en tout cas, jouait très très fort pour avoir son son et ne prétendait pas en studio diminuer le volume sonore et sa manière de jouer. Ça va d'ailleurs leur valoir quelques ennuis à Londres, notamment dans le premier studio où ils vont aller, parce que le voisinage va vraiment se plaindre des répétitions, etc. Il ne faut pas oublier que la production va prendre 5 mois. Donc, pendant 5 mois, il va y avoir une série d'enregistrements, de réenregistrements et de travail sur le son. Et il va falloir un peu de temps pour affiner tout ça. Et c'est Eddie Kramer qui va vraiment développer les méthodes pour mettre ça en boîte correctement. On évoquait tout à l'heure quelque part la pauvreté en termes de nombre de pistes qu'il y avait dans les studios en Angleterre. Ici, ils vont travailler avec un 4 pistes. Donc en 67, un 4 pistes, bon, c'est pas terrible. Et Eddie Kramer va insister sur l'enregistrement, par exemple, de la batterie en stéréo. Donc, on va d'abord enregistrer la batterie, on va mettre la basse et une guitare rythmique, ça fait 4 pistes, et puis on va remixer ça sur une autre machine en stéréo, donc pour réduire sur 2 pistes, et on va réserver donc sur cette deuxième machine la troisième et la quatrième piste pour enregistrer la voix et la guitare principale. Donc il va développer toute une série de méthodes pour arriver à finaliser ça correctement. Et aussi, c'est intéressant parce que donc, dans l'enregistrement de la guitare d'Hendrix, au tout départ, ils avaient décidé de prendre le son de cet ampli assez loin, avec des micros un peu éloignés de manière à capturer la puissance du son, ce qui était une bonne idée, mais quelque part, ça manquait de définition.
Et Eddie Kramer, lui, va mélanger les deux. Donc, il va utiliser une prise de son un peu lointaine, à quelques mètres, et il va utiliser des micros à ruban, un fameux un Beyer M160 qui existe toujours à l'heure actuelle. Et il va mettre ce micro très proche de l'ampli, de manière à avoir la précision, de manière à avoir l'attaque dans le son. Et il va travailler le son de guitare d'Hendrix de cette manière-là. Et c'est comme ça que finalement, ils vont continuer à collaborer ensemble sur les autres projets et sur des réalisations de plus en plus importantes en termes de maîtrise technique et de complexité, puisque après on sait que Hendrix il retourne aux États-Unis, à New York, et il fondera son Electric Land Studio, où Eddie Kramer sera présent bien entendu pour développer tout ça. Mais là, en Angleterre, il fonctionne avec des moyens un peu réduits pour ce premier album. Alors Kramer, voilà, petite précision aussi, dire qu'aujourd'hui, c'est lui qui est un peu le garant de l'héritage musical de Jimi Hendrix. J'ai eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois. C'est lui qui conserve de façon très, très méthodique toutes les bandes d'enregistrement d'Hendrix, parce que, comme Pierre vient de le dire, les enregistrements avec Hendrix pouvaient parfois être très, très longs, s'étaler sur plusieurs mois, etc. Et donc, il y a des centaines d'heures d'enregistrement qui ont été réalisées. Et parfois, certaines choses ressortent, des choses inédites. Et c'est toujours Eddie Kramer, qui est un peu vraiment le bras droit d'Hendrix à l'époque, qui est aujourd'hui garant de tout ce matériel absolument, absolument incroyable. Et c'est vrai que quand on réécoute tout ça aujourd'hui, comme Are You Experienced ou Electric Ladyland et les albums que les Jimi Hendrix Experience ont sortis à l'époque, quelle innovation, quelle façon de travailler la guitare, déjà dans les années 60. Et on sait que par la suite, dans les années 70, tout le monde va réutiliser ce genre de son-là, tout le monde va essayer de refaire ce son-là, tellement Hendrix, ses musiciens et Kramer auront proposé quelque chose de tout à fait innovant et d'avance en tout cas sur leur temps. Clairement, c'était des vrais innovateurs. Alors, un mot, comme Pierre en parlait, Chad Chandler. Alors, pourquoi Chad Chandler va être celui qui va découvrir Hendrix et en tout cas le produire à ses débuts? C'est quelqu'un qui vient des Animals. Les Animals, qui est un groupe évidemment très très important de l'époque. Et c'est assez intéressant de signaler que pendant pas mal d'années, en fait, dans les années 60, Hendrix va un peu galérer aux États-Unis, dans son propre pays, puisqu'il est originaire de Seattle. Il va galérer en étant musicien de session, musicien d'accompagnement sur scène de différents projets, notamment les Isley Brothers et pas mal d'autres formations. Il sera toujours mis un petit peu à l'écart comme musicien d'accompagnement, mais son talent à lui ne sera jamais vraiment mis en avant. Ce ne sera que quand il rencontrera Chad Chandler, qui le fera enregistrer en Angleterre, que Hendrix pourra enfin développer son art. Et donc, c'est vraiment l'Angleterre qui a fait confiance à cet Américain. Et c'est pour ça, en fait, que la carrière de Jimi Hendrix est vraiment, en tout cas pour le début, tout à fait associée à l'Angleterre, alors que lui est américain. Donc, voilà, c'est l'Angleterre qui a donné sa chance à Jimi Hendrix, et heureusement finalement qu'ils l'ont fait, parce qu'il aurait peut-être pu passer un peu inaperçu sur le marché américain, qui était évidemment extrêmement où il y avait énormément... Comment? Vaste, oui. Vaste, oui. Oui, c'est ça. Il va avoir la chance, en jouant à Londres, effectivement, de se faire repérer plus facilement que sur l'étendue du territoire américain. Alors, oui. Voilà, oui, on parlait. Oui. Ouais. Voilà, donc on peut avancer. Alors, on va parler évidemment de ce groupe, Big Brother and the Holding Company. Alors, derrière le nom de ce groupe, un peu compliqué, parce que c'est vrai que c'est un peu longué, Big Brother and the Holding Company. Mais bon, ça faisait un peu partie, Pierre, d'une tradition de cette époque-là. Je me rappelle qu'il y avait aussi un autre groupe qui évoluait dans la même scène, qui s'appelait Quicksilver Messenger Service. Donc, on aimait bien faire des très très longs noms comme ça. Peut-être que commercialement, ce n'était pas terrible, mais en tout cas, ça faisait partie du délire de l'époque. Et derrière ce Big Brother and the Holding Company se cachent notamment les premiers pas en fait, de Janis Joplin. Elle enregistrera 2 albums avec ce groupe. Et ce deuxième album de la formation qui s'appelle Cheap Thrills, qui sera vraiment, là, il sort en 68, mais c'est un album absolument fabuleux. Il y a un peu tout là-dessus. C'est vraiment... c'est vraiment incroyable ce qui a été développé sur ce disque. Il y avait une vraie compréhension entre les musiciens. Le premier album, quand on l'écoute, il est un petit peu brouillon, il manque encore certaines choses, mais on sent vraiment qu'avec ce deuxième album,
ben, il y a une fusion entre les musiciens, il y a une compréhension, il y a un très très bon travail qui est réalisé et ça permettra évidemment de lancer définitivement la carrière de Janis Joplin qui par la suite évoluera encore avec un autre groupe. Et puis à la fin, malheureusement, de sa très courte carrière et très courte vie, lancera son album Pearl hein, sous son propre nom, Janis Joplin. Alors plus besoin de groupe d'accompagnement, elle sera elle-même l'artiste mise en avant. Et ce Summertime, hein, reprise évidemment d'un grand standard américain qui ici est totalement magnifié hein, par Janis Joplin. On va écouter ça. C'est superbe interprétation de ce grand classique Summertime par Big Brother and the Holding Company. Alors, comme le précisait Hervé hein, sur le chat, c'est vrai que rappeler que cette pochette magnifique hein, signée par un grand nom du comics américain pour les amateurs du genre, c'est Robert Crumb qui était à illustrer en fait chaque morceau de l'album. C'est assez marrant. On voit aussi le nom des différents musiciens qui est illustré. Et il précise même, Pierre, que certains titres sont enregistrés en live et pas n'importe où. Hein. Ah bah oui, justement, oui, effectivement, on en parlait tout à l'heure, enfin, entre nous, que une partie de l'album, en tout cas un morceau Ball and Chain, est enregistré en live, hein, donc dans la fameuse salle du Fillmore West à San Francisco, hein, donc fameuse salle par le producteur Bill Graham, hein, qui va créer cette double salle, hein, puisqu'il y a le pendant à New York et le pendant donc à San Francisco, donc ces fameux Fillmore East et Fillmore West qui vont être le théâtre de nombreux concerts à la fin des années 60 et surtout de nombreux enregistrements. Hein. Il y a vraiment toute une panoplie de groupes qui ont enregistré des lives là-bas. Et donc, Bill Graham va être partie prenante dans la réalisation de cet album à travers cet enregistrement live de ce morceau-là. Tant qu'on est dans la réalisation, l'album est enregistré chez Columbia Records, aussi à Los Angeles. Il va y avoir quelques difficultés puisque c'est essentiellement un groupe live à ce moment-là et leur manière de jouer, leur manière de faire n'est pas très adaptée au studio. On parlait donc de Jefferson Airplane qui se faisait accompagner par Jerry Garcia pour bénéficier de son expérience. Ici, on est un peu dans le même cadre, dans le même cas de groupes qui ont une attitude scénique, qui ont quelque chose d'assez long, de jam, etc., dans la manière de jouer. Et il va y avoir quelques difficultés pour l'enregistrement de cet album parce qu'il doit s'adapter au monde du studio, hein, quelque part. Et donc, ils vont travailler finalement pour arriver à réaliser quelque chose de cohérent. Mais de ce fait-là, ça sonne quand même très live. Hein. Donc l'album, c'est beaucoup de prises en direct. Hein, puis il y a quelques overdubs pour la voix principale, évidemment. Mais les enregistrements sont de manière très live, hein, très directe. Ce qui donne effectivement aussi, Pierre, à l'album un côté extrêmement organique Oui. dans ce Summertime, où on sent vraiment que l'instrumentation et la voix se suivent, qu'il y a vraiment une connivence, quelque chose de très cohérent entre cette superbe voix de Janis Joplin et puis le travail des musiciens derrière. Et on peut regretter d'ailleurs que pour les années qui suivront après, pour Joplin, elle travaillera avec d'excellents musiciens, mais qui seront un petit peu des musiciens de studio, des gens qu'elle ne connaît pas forcément et à qui il n'y a pas cette symbiose. Et donc, on aura évidemment toujours cette superbe voix, mais moins ce côté de phénomène de groupe qui, pour moi, fait que Cheap Thrills, je trouve, vraiment capture Joplin et capture en fait vraiment le meilleur travail qu'elle a réalisé lors de sa carrière. On voulait aussi, avant de passer aux questions-réponses, Pierre, parler un petit peu de ce qu'on va qualifier d'anti-Summer of Love, hein, parce que tout le monde ne célèbre pas l'amour, les petites fleurs, les colliers de fleurs, les bananes. Si, enfin, il a comme une banane. Mais c'est vu de façon un peu différente, notamment par les Doors qui, avec leur premier album, proposent une ambiance beaucoup plus sombre. Ça se voit directement déjà sur la pochette. Hein. La photo qui est présente sur ce premier album, c'est pas très coloré. C'est plus l'ambiance aussi, fait référence à certaines poésies, des choses un peu plus peut-être
profonde, mais parfois aussi un peu plus dure par rapport à une certaine, voilà, peut-être un peu moins de naïveté quelque part aussi dans l'écriture. Ce sera le cas pour les Doors, ce sera peut-être encore plus le cas, et là on n'est plus du tout évidemment en Californie, on est dans le New York, la fin des années 60, qui n'est pas un New York hyper fréquentable. En tout cas, certains coins sont un petit peu difficiles, et notamment au New York qui est rongé par la drogue et qui est décrit en fait dans le premier album du Velvet Underground qui sort en 67, l'album Velvet Underground and Nico, produit, on le sait, en tout cas financièrement, par Andy Warhol qui en signera évidemment cette pochette, avec cette banane mythique où il est marqué Peel it slowly and see, avec cette allusion sexuelle évidemment très claire, mais des textes signés par Lou Reed qui parlent du dealer du coin, qui parlent de la prostitution, enfin qui parlent de milieux vraiment, on est très loin d'un idéalisme et d'un côté extrêmement positif comme on pouvait retrouver chez nos amis Jefferson Airplane, etc. Donc voilà, ça se passe en même temps aux États-Unis, mais l'ambiance générale est assez différente. Ça préfigure évidemment déjà une autre période. Et effectivement, bah oui, Lou Reed qui est dans ces textes, voilà, que ce soit Héroïne, Waiting for My Man, je pense que c'est l'extrait qu'on va écouter, bah voilà, il attend son dealer. C'est vrai que c'est une toute autre approche. Et bon, New York est quelque part une ville un peu plus sombre à cette époque-là, en tout cas, que Los Angeles ou San Francisco. En deux mots, bah, pour parler de la production, on sait que le premier album des Doors, on en a déjà parlé dans le cycle des années 60 qu'on a proposé à la bibliothèque l'année dernière. C'est un album qui s'enregistre dans un studio important à Los Angeles, le Sunset Sound Studio, qui est la propriété au départ de Walt Disney, puisque c'est là qu'on va enregistrer pas mal de musique de films. Et puis ce Walt Disney va revendre le studio et en tout cas va ouvrir progressivement au grand public, enfin au grand public, au groupe de rock en tout cas. Et les Doors vont commencer par des sessions un peu nocturnes là-bas, quand le studio n'est pas utilisé par les musiciens classiques. Studio tout à fait intéressant parce qu'il a été construit dans un ancien garage. Et donc j'avais déjà, pense, eu l'occasion d'en parler. C'est un studio qui présente aucun mur n'est parallèle dans ce studio. Même le plancher penche parce que comme c'est un garage à l'origine, ils avaient créé un sol en pente pour pouvoir récolter les huiles de vidange. Et de ce fait-là, ça procure une acoustique, quelque chose de tout à fait intéressant en termes de studio. Parce que comme il n'y a aucun mur parallèle, eh bien, le son peut se diffuser de manière assez harmonieuse dans le studio et ne pas créer des zones sonores différentes. Et donc, ça va devenir vraiment un studio de référence. Et bon, les Doors vont travailler avec Bruce Botnick, qui sera vraiment leur ingé son attitré pour les albums, et créer, faire cette création sonore qu'on connaît grâce à ces moyens importants dans ce studio. D'autre part, donc le Velvet, Louis sera à la fois dans la production à New York, dans un studio qui s'appelle le Scepter Studio à New York, qui est un studio un peu à l'époque qui tombe un peu en lambeaux, qui est un peu en désuétude, mais voilà, c'est un studio modeste, puisque bon, finalement, ils n'ont pas encore non plus des tonnes de moyens, même si Andy Warhol est là pour la production, bah oui, voilà, c'est quand même aussi une première pour lui. D'ailleurs, il s'avéra être un producteur assez facile, d'après les commentaires de Lou Reed et de John Cale. Apparemment, il passait une demi-heure par jour voir un peu l'état des enregistrements, et dès qu'il entend quelque chose, il dit « Oh yeah, it's very good, c'est très bien, c'est bien ». Donc, voilà, manifestement, il veut laisser vraiment une grande liberté aux musiciens et leur donne la possibilité de faire vraiment ce qu'ils veulent. Lui, il est toujours d'accord. Je pense que s'il y a des rivalités, c'est plutôt entre Lou Reed et John Cale. Je pense que Laurent pourrait en dire beaucoup plus que moi là-dessus. Mais Warhol s'avère être un producteur assez facile. Ils vont travailler aussi avec un ingénieur du son, certain John Licata, qui est très conciliant, qui est un ingénieur du son très polyvalent. Il peut enregistrer 3 groupes sur la même journée très différents, du jazz, puis de la pop, et puis passer à un truc rock. Et donc, c'est quelqu'un qui va aussi permettre d'être vraiment au service de leurs idées, de leur créativité, et de mettre tout ça en boîte de manière assez, comme ils le veulent un son assez
assez dépouillé quelque part, hein, quelque chose d'assez brut, quelque chose d'assez direct. Hein, et c'est aussi dû à leur grande liberté. Ils peuvent vraiment s'exprimer. Et c'est ce qui va résulter au final dans cet album. C'est quelque chose d'assez direct, hein, d'assez authentique dans le son et la manière de jouer. Alors, on va peut-être écouter effectivement, Pierre, comme tu as dit à l'instant, en extrait, avant de passer aux questions-réponses. C'est ce Waiting for My Man avec effectivement ce côté du coin de la rue sombre du New York de la fin des années 60, avec Lou Reed qui attend l'heure du dealer hein, pour avoir sa cam. Morceau évidemment, j'y reviendrai juste avant de passer aux questions-réponses, qui va influencer un Britannique bien connu par la suite, qui va développer évidemment un intérêt très particulier pour la musique du Velvet Underground et de Lou Reed. Voilà, c'est coupé un petit peu de façon abrupte. Oui, avec évidemment cette batterie assez particulière jouée par Maureen Tucker qui jouait debout sur scène. Hein. C'était assez atypique avec un côté un petit peu tribal finalement dans sa façon de jouer. Et façon de jouer aussi assez intéressante pour notamment le morceau Héroïne qu'on retrouvait aussi sur l'album avec cette batterie qui devenait de plus en plus ample et de plus en plus aussi rapide au fur et à mesure du temps et qui simulait en fait la montée en fait de la prise d'héroïne, la montée dans le sang. C'était vraiment une façon assez expérimentale évidemment d'évoquer tout ça avec le Velvet Underground évidemment. Comme disait Pierre, ce travail assez amusant de Warhol qui aimait bien. Voilà, il aimait bien avoir un petit groupe comme ça à ses côtés. Il ne savait pas trop ce qui se passait. Il disait oui, amen à tout. Et ça a évidemment permis à nos amis du Velvet de pouvoir être vraiment libres artistiquement. Et je pense que s'il n'y avait pas eu cette liberté, l'album aurait probablement été très différent. Il n'aurait peut-être pas eu le même impact par la suite. Et alors, le Britannique dont je vous parlais juste avant de lancer l'extrait, c'est un certain David Bowie, évidemment, comment ne pas en parler, qui, grâce à son manager de l'époque, dans la fin des années 60, va recevoir un acétate. Donc, ce sont, vous voyez, ces vinyles pas encore tout à fait terminés, hein, donc c'est des versions un peu démo de l'album du Velvet Underground qui va être ramené par le manager de Bowie, qui sera en voyage aux États-Unis à ce moment-là, par un de ses amis qui lui dira « Je sais que toi, tu aimes bien la musique un peu bizarre, donc je vais te donner ça ». Il ramène ça à Bowie, il lui fait écouter, et Bowie devient en fait le premier artiste européen à découvrir la musique du Velvet et très rapidement va reprendre ses morceaux sur scène et permettre en fait au Velvet Underground, à la musique de Lou Reed, d'être connu par le public européen qui, par la suite, évidemment, va découvrir la carrière solo de Lou Reed, qui sera d'ailleurs produite par Bowie à ses débuts. Donc c'est vraiment aussi cette trouvaille, parce que c'est vrai qu'en 67, quand cet album était sorti, c'était vraiment pour les Happy Few qui tournaient autour de la Factory, et au niveau international, ce n'était pas encore très connu, mais ça a été une véritable révolution musicale, puisqu'aujourd'hui, on considère que cet album du Velvet fait partie des fondateurs de ce qu'on appellera quelque part le rock alternatif ou indie rock, c'est-à-dire un rock qui est tout à fait basé sur d'autres codes que le rock plus primaire des années 50 aux États-Unis. Eh bien, il ne nous reste qu'à vous souhaiter un excellent appétit à tous, à toutes et à tous, et à vous dire à très bientôt, et un grand merci évidemment d'avoir suivi cette conférence, et au plaisir de vous retrouver.